diplômée de l'Universidad d'Israël de Bogota, et titulaire de maîtrise en sciences spécialisée en développement durable. Présentement, il occupe actuellement le poste de responsable du portefeuille de projet du DEAC au CHUM. Il a aussi écrit beaucoup d'articles de vulgarisation en ingénierie et fait beaucoup de conférences également. Il est membre fondateur de l'Association colombienne des ingénieurs industriels et collaborateur de la Foire hispano-américaine du livre au Canada. Cette conférence explore la tension entre l'authenticité esthétique et la standardisation du commerce de masse. Face à une industrie qui privilégie la rentabilité et l'uniformité, que ce soit autant dans la musique, au cinéma, dans la peinture, dans toutes les formes d'art. Puis nous critiquons la dilution de la qualité artistique au profit de produits formatés pour plaire à la majorité. Voilà. Puis l'objectif est d'analyser si la résistance culturelle est encore possible dans un système qui transforme l'œuvre d'art en une marchandise éphémère. Donc voilà, je vous laisse avec une bonne main d'applaudissements pour Merci beaucoup pour la présentation. Vraiment, je suis très content d'être ici. Merci beaucoup pour la participation dans cette semaine de la résistance. Merci beaucoup à la professeure Esmeralda. Vraiment un honneur. Et aussi à Caroline, vraiment. Et merci pour m'accueillir aujourd'hui. Et la conférence d'aujourd'hui s'appelle « De la résistance à la reconnaissance », c'est-à-dire qu'il faut faire une espèce d'évolution, à mon avis. Oui, il faut résister pour trouver une reconnaissance. Donc, s'il te plaît, pardon, pour avancer, voilà. Et voilà, c'est des Ottawa. Et c'est une belle phrase des grands écrivains et canadiens, colombiens aussi, Wade Davis. Je ne sais pas si quelqu'un ici connaît Wade Davis. Je les invite à lire Wade Davis, vraiment, sont des grands scientifiques aussi et divulgateurs de la science. Et qui dit, chaque culture a quelque chose à dire et chacun mérite d'être entendu. Tout comme un corps ne détient le monopole des racines du devant. C'est-à-dire que c'est une réflexion, il faut explorer le monde, il faut explorer les cultures, vraiment, s'ouvrir et aussi conserver notre culture et partager avec les autres. S'il vous plaît. Donc on va avoir un agenda très lourd, mais on va le voir. Suivant. Voilà, on va voir premièrement concept physique et aussi anthropologique. Après, on va voir pourquoi est-ce qu'on doit parler de la résistance. Un diagramme culturel, une équation intéressante dans la gestion projet, que c'est mon domaine de travail. Et là, on va voir aussi l'imposition culturelle ou la dominance, les risques de devenir un zombie culturel ou la standardisation, les aventuriers culturels ou les illustrés. On va voir aussi les qualités des arts aujourd'hui, qui à mon avis c'est une minorité. Il y a d'avoir un critère aussi, la reconnaissance. Oui, on va former un critère. La reconnaissance culturelle et la balance nutritive du cerveau. On va voir bien sûr les patrimoines de l'UNESCO et les mythes de la grotte de Platon. Finalement, mon expérience, qu'est-ce que devenir un citoyen du monde, un cosmopolitain. Et finalement, on va faire un petit atelier et une table ronde. Merci. Voilà, concept physique. Qu'est-ce que c'est la résistance? La résistance vient du latin, du verbe latin résister, qui c'est ré de nouveau. Autrefois, venir à nouveau. Autrefois, exister, qui c'est devenir fixe. C'est-à-dire qu'il faut devenir fixe autrefois. Quelque chose, quelque force de la nature va t'impacter, on va revenir autrefois. On peut dire que c'est semblable à la résilience, la capacité à résister d'autrefois et être en forme, sans s'affecter beaucoup et maintenir la forme d'une chose. C'est la capacité de maintenir un corps fixe contre les forces contraires, on peut dire ça. Et aussi, on peut le voir dans différents concepts, non? Dans la nature, dans notre entour académique. La résistance électrique, par exemple, c'est très joli de voir que la résistance électrique peut devenir une chaleur
ou en lumière, même dans la société, on peut devenir en résistance et frais de frappe ou arriver en lumière pour trouver une solution. C'est vrai ça que dans le même concept physique, c'est peut appliquer pour la société. C'est-à-dire que si on ne revient pas à reconnaître, on va avoir des chaleurs, mais on peut avoir la lumière. Ouais, sûr. Aussi, on peut le voir dans la partie mécanique, non? Pour les études d'ingénierie, toujours c'est commun de voir qu'il y a des essais techniques dans nos matériaux et se mettre une frappe ou quelques tests mécaniques, ça va pour, par exemple, ça va briser, jusqu'à quel moment va supporter sans se briser. Oui? C'est la capacité. Ou un avion qui doit résister, une voiture comme là, qu'il faut résister les trous, les nids de poules, et la neige, tout ça, pour justement maintenir son capacité sans se déchirer ou sans se détruire. C'est-à-dire que c'est le concept mécanique. Ils sont tous semblables, vraiment. Après, on va parler de résistance antibiotique, bien sûr, pour le corps. La résistance structurelle, et dans une structure de bâtiment comme ça, oui, qui doit résister la neige, qui doit résister toutes les forces. Et bien sûr, la résistance de la littérature. On peut trouver dans toutes les cultures du monde des résistances de la littérature. Par exemple, c'est un roman colombien très célèbre, à mon avis, le meilleur roman qui s'écrit, qui s'appelle La Voragine, qui parle justement de la résistance des communautés amérindiennes de l'Amazonie vers l'exploitation du caoutchouc. À l'époque, il y a 100 ans que ça fait ça, et la Casa Arana, la maison Arana, qui a détruit vraiment des cultures. Et vraiment, c'est un livre impressionnant que je vous invite toujours à lire, et c'est une résistance, justement. Et toujours on parlait de Garcia Marquez, oui, mais vraiment, ça, c'est un livre qui décrit une résistance. Et aussi, bien sûr, la résistance passive de Henry David Thoreau, non? Tu sais que Henry Thoreau à Walden Pond, qui est côté ici à Cambridge, Massachusetts, près de Boston, lui s'est isolé et en résistance contre les lois qui fait une imposition d'une guerre avec le Mexique. Et lui a protesté avec ça. Et voilà, lui s'est isolé et a écrit Walden, un des livres de la résistance ou la désobéissance civile contre les lois de façon pacifique et s'inspirer à Gandhi et Martin Luther King. C'est-à-dire que c'est lui qui est l'inspirateur de résister pacifiquement pour justement avoir la lumière et vraiment impacter une société. C'est-à-dire que c'est très intéressant qu'on a les concepts de résistance partout dans la... Comment est-ce qu'elle est la mode culture? Parce qu'on parle de résistance culturelle. Il faut revenir à la forme, mais il y a une culture. Ça vient de Cicéron, oui. Dans un livre incroyable, on doit découvrir vraiment les livres anciens, qui s'appelle San Tusculunae Disputationes, de Marco Tullio Cicéron, un grand philosophe romain, qui a parlé des 100 livres de stoïcisme en grec. Et vraiment, c'est très avant 45 ans avant de Jésus-Christ, lui a parlé du concept de la culture animée. C'est-à-dire que chaque région du monde, comme un arbre, avec ses racines, va devenir des fruits. Mais ce n'est pas seulement des fruits physiques, mais sinon fruits dans le concept de l'art, dans le concept de construction, dans le concept de l'avènement. Voilà, c'est ce qui se bouge toujours, mais c'est propre de sa région et son identité, oui. Mais aussi, c'est partageable. Oui, parce qu'on les commerce, on mange des pommes de terre du Québec, mais aussi on peut manger des mangos de l'Amérique du Sud, on peut manger des bananas, on peut manger des trucs, vraiment, c'est un échange vivant. Parce qu'une culture, c'est comme si c'est coupe un arbre, voilà, c'est fini. Et il faut voir dans les différents aspects culturels dans tout le monde. Et voilà, la culture est l'ensemble des traits distinctifs spirituels, matériels, intellectuels, affectifs qui caractérisent un groupe sociétal et qui englobe les arts, les symboles, les modes de vie, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Oui, la culture québécoise, il y a des croyances, il y a son propre culture, la culture autochtone, voilà, et entre tous, il y a un échange. Pour cette raison, les premiers dispositifs, c'est qu'on espèce de table ronde, de partager, et voilà. Quand on va s'intégrer, on va respecter toutes les cultures, voilà, pour partager. Là, pareil, la culture n'est pas innée,
c'est qu'on doit pousser par l'effort, l'éducation et l'attention. C'est-à-dire que comme un arbre, la culture va grandir et il faut cultiver, oui, développer pour donner des fruits. Si on ne cultive pas, l'arbre ne va pas donner ou va donner des feuilles sauvages. Et si on l'organise, vraiment, ça va donner des fruits dans chaque région du monde. Après, pour cette raison, on va voir le concept complet de résistance culturelle. C'est mon propre définition, c'est la capacité de maintenir les traditions, les symboles, les habitudes d'une société avec l'indépendance de pouvoir, des cultures et trouver un respect commun. Il faut trouver toujours un respect, ouais. C'est très important parce que sinon on va essayer de couper l'arbre de d'autres régions, oui. C'est-à-dire qu'on peut échanger, mais toujours en respectant les cultures. Voilà, on peut voir trois philosophes célèbres français, par exemple Pierre Bourdieu, qui dit cette définition. Et le processus dans lequel le groupe social utilise propres expressions, culture, langue, culture, art, oui, pour s'opposer aux forces dominantes. Lui est un plus conservateur, non? Oui, on doit s'opposer des forces dominantes de l'autre, on doit maintenir notre propre résistance culturelle à l'intérieur, pour une tentative d'assimilation qui menace l'identité et l'autonomie. Oui. Il faut savoir jusqu'à quel moment Dieu va permettre qu'on impose pour justement une société se cultiver. Mais aussi, il y a des autres aspects plus libéraux qu'on doit le voir. Un acteur de résistance, c'est Edward Said, ne consiste pas seulement en réalité l'influence étrangère, c'est un concept plus libertaire et libéral qui dit à réclamer le droit de définir sa propre réalité. C'est l'utilisation de la culture comme un outil de libération pour déconstruire les récits coloniaux et restaurer la propre dignité des peuples opprimés. C'est-à-dire qu'on va avoir un échange un peu plus pour respecter, pour voilà, c'est ça. Toujours on va arriver au respect. Suivant. Et autre, c'est Martin Desartaux, qui est un grand philosophe, qui dit la résistance culturelle réside dans l'art de faire avec. Oui, c'est la capacité de détourner des produits culturels en masse et les donner un sens nouveau. C'est-à-dire que nous rentrons dans notre intérieur, on doit créer notre propre produit. On peut inspirer dans la masse, on peut inspirer dans notre culture, mais on peut développer notre propre chose ou idée originale, faire avec. Ouais. Parfait. Et pourquoi on parle de résistance? Je ne sais pas si quelqu'un peut dire où se trouvent ces photographies. Ouais. C'est les portes des nations aujourd'hui à l'Iran, l'ancienne Perse. Dans l'époque, le roi Cyrus fait une porte des nations où tous les peuples du monde rentrent avec respect, voilà, avec différentes langues. À ce moment, et pour donner toi en dignité, tu viens de l'autre côté, voilà, tu respectes la culture, tu peux rentrer par ici, on va se respecter entre tous. C'est intéressant de voir depuis 6 et 1000 années, déjà il y a le concept. C'est pas nouveau. Et parce qu'on doit parler de résistance, parce que c'est un sujet qui est présent dans toute l'histoire de l'humanité. Ouais. Vraiment, c'est une chose très ancienne, n'est-ce pas nouveau? Ouais, on ne parle pas de résistance culturelle maintenant. On garde la connaissance et symbole de chaque peuple du monde. C'est une richesse vraiment. Quand on frappe une culture, vraiment, on frappe l'histoire humaine. Oui, c'est très important. Respecter les symboles sensibles de chaque habitude des peuples. Oui, c'est-à-dire qu'il faut rentrer à l'intérieur et voir qu'est sensible, quelles sont les choses qui vraiment, et pour déstabiliser ces sociétés, il faut connaître mais respecter, oui, pas pour faire le mal, sinon justement pour savoir et avoir un respect. Contre l'uniformisation du marché, vraiment aujourd'hui, on va voir plus avant, et plus, oui, on va voir l'uniformisation du marché. Persévérer la biodiversité intellectuelle, j'ai beaucoup de ces mots, biodiversité intellectuelle, c'est comme une forêt, non? On a différents types de fleurs, oui, on a une intellectualité de différents coins du monde et ça nous va surprendre. C'est un générateur de guerre. Vraiment, quand on ne respecte pas une culture, ça va dangereux pour arriver à une guerre facilement parce qu'il va créer une amitié ou pas amitié entre les pays. Et voilà. Et c'est un débat très sensible, vraiment, bien sûr. Il y a des gens qui ne respectent pas les cultures des autres, la dominance qu'on va voir, mais c'est un débat sensible.
c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on résiste culturellement en quoi? Si on regarde ces portées de ces livres, toujours en Colombie, dans mon pays d'origine, et on apprend l'algèbre pour ces livres, ça s'appelle l'algèbre de Waldorf. Et si on fait la question aux gens, qu'est-ce qui apparaît dans la portée? Tous les gens te vont dire, non, c'est Waldorf. Waldorf est un professeur cubain qui a fait les livrets, son gros livret vraiment des équations algébraïques. Voilà, les gens ne connaissent pas l'histoire. On peut dire, non, c'est l'immédiat et l'éphémère. Ne rentre pas dans le passé. Lui, c'est Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dit clairement là. Al-Khwarizmi, c'est le créateur des algorithmes. Oui. Pour cette raison, le nom algorithme vient de Al-Khwarizmi. Oui. Que c'est vraiment la magie des équations, que c'est incroyable. Et voilà, on doit reconnaître que c'est Al-Khwarizmi qui a créé ça, le mot algorithme. Et voilà, c'est une racine culturelle que si on connaît, on respecte ces choses. C'est très important de connaître l'histoire à l'arrière. Pour justement ne pas répondre, non, c'est Waldorf, ou c'est Osama Bin Laden. Quelqu'un dit, non, c'est Osama Bin Laden. C'est vraiment Waldorf. C'est vraiment algorithmique. Pour la standardisation des marchés, parce qu'aujourd'hui, la plupart de la communication du monde est contrôlée par corporations qu'on appelle les mainstream. Les mainstream sont 40 toujours chaînes de radio, de télévision qui toujours voulaient que les gens, on peut dire, ne pas devenir un esprit critique. Ouais. Et voilà, si on tombe dans les mainstream, vraiment, on va perdre vraiment notre liberté. C'est intéressant que dans les années 90, par exemple en Colombie, les télévisions étaient publiques et un directeur de cinéma a dit non, à l'époque, nous avons des libertés, mais on pensait que dans le privé, on va avoir plus de liberté de faire des choses. Mais les marchés nous obligent seulement à s'encercler dans une petite portion et pas explorer ce que nous faisons avant. Oui. C'est-à-dire que le mainstream nous oblige seulement à penser dans une petite coupe, dans une petite chambre et pas sortir de ça. Et malheureusement, c'est la standardisation du marché qui c'est le mainstream. Après, bien sûr, la passivité et le divertissement pur. Oui, la Coupe du Monde, c'est incroyable, on va voir, oui, mais à la fin, au fond, qu'est-ce qui nous va donner quelle culture? Voilà, c'est le divertissement. Et le mot divertissement, c'est justement, comme c'est dit, faire un détour des choses importantes. Oui, simplement, c'est une espèce de circus, ou une espèce de... Oui, on peut profiter, j'aime beaucoup le football aussi, mais si on tombe toujours dans ça, à la fin, ne t'es pas donné, même pas seulement le football, quelques autres sports, oui. Si tu ne le pratiques pas, oui, culturellement, c'est un peu compliqué, qu'est-ce qui va nous donner? Mais oui, c'est divertissement pour eux, vraiment. Après, l'assimilation et le colonialisme de l'espion. Bien sûr, dans ces cas, dans le contexte de l'Amérique, on peut dire que le concept occidental, c'est important, c'est à développer beaucoup de choses, mais il ne faut pas cacher l'arrière de tout. Oui, l'arrière de qu'est-ce qu'il y a à l'arrière. Par exemple, j'ai mis là Amerigo Vespucci. C'est la première image d'Americo Vespucci faite en 1507. 1507. Dans le Planispherium de Watson-Muller, la première map du monde complet. Après la visite de Colón et d'Americo Vespucci. Non? Et j'ai mis là parce que aujourd'hui on parlait de l'Amérique, on va faire une critique après sur ça. Mais j'ai mis là parce qu'on doit reconnaître les autres cosmogonies et comme Americo Vespucci a fait. Quand Americo Vespucci a visité l'Amérique, lui a écrit dans le livre qu'il y a des cultures déjà organisées, et voilà. Oui, on ne peut pas dire non, il n'y a pas une culture. Oui, il y a une culture. Il y a une culture, quelqu'un qui sont sauvages, quelqu'un qui sont plus civilisés, mais il y a des cultures. Oui, ne pas standardiser tout ça, mais il faut connaître à l'arrière qu'il y a des cultures. Et bien sûr, l'hégémonie de l'algorithme qui c'est semblable au mainstream. Simplement, c'est changé. Le mainstream, ça a changé de télévision et radio avant, et continue comme ça.
Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. À cause de ça, on a vraiment des pertes culturelles dans le monde. C'est triste à dire, mais oui, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. La force peut tomber un arbre. Et une des pertes culturelles qu'on a vues, c'est à Terno. Par exemple, il y a une statue là d'un peuple autochtone là, qui s'appelle les Butuks. Et voilà, presque effacé toute sa langue, tout ça. Voilà, c'est plus triste de voir ça. Aussi la bibliothèque d'Alexandria, bien sûr, si on va voir dans le contexte plus occidental, il a perdu plus que les 90% des livres anciens qui nous a coûté à peu près 500 ans de développement. Si on peut maintenir ces livres aujourd'hui, peut-être que nous serons d'un autre niveau sociétal et évolutif, si on peut garder ça. Malheureusement, c'est un naufrage de la mémoire universelle. Quelques livres sont gardés et voilà, on a perdu une perte culturelle vraiment grande. Et bien sûr, c'est triste de parler de ça aussi. Et il y a deux choses. Quand j'ai visité l'Espagne, j'ai visité Palos de la Frontera, qui c'est le lieu où a venu Colón à l'Amérique. Oui? Et Colón a décrit les Amérindiens taïnos sont des gens de bons athlétiques et de bonne éducation, amables. Oui? Et malheureusement, on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de taïnos à Cuba ou à République dominicaine. Oui. Et malheureusement, c'est ça. Et voilà, c'est complètement effacé. Et aussi à la Patagonie, parce que quand j'ai mis ici à Charles Darwin, qu'on a fait les voyages de Beagle, est arrivé à la Terre de Feu, ou à la Patagonie, en Argentine, il a vu qu'il y a les célèbres Premières Nations qui s'appelaient les Shelkan ou Kawesker, qui sont les Amérindiens patagoniens. Eux sont de 2 mètres 30, littéralement, comme tu regardes l'image ici. Ils sont capables de dormir dehors dans plein hiver. C'est impressionnant, c'est ce qu'a écrit Charles Darwin. Mais avec l'indépendance de l'Argentine, un président argentin a dit non, on va tuer tout, et voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas d'Amérindiens patagoniens à la Patagonie. C'est triste ça, qu'à l'époque de Darwin, il y a maintenant ces compléments effacés sur une perte culturelle aussi, comme les taïnos. C'est la même chose. Et malheureusement, la population qui est plus affectée, c'était un peu la population de l'Amérique, malheureusement. Mais voilà, c'est la réalité, on doit accepter ça. On ne peut pas changer l'histoire. On peut voir des résistances quand on fait des voyages. Voilà, on peut voir par exemple un métissage. Oui, par exemple ici, à Cusco, on peut voir les structures et dans l'architecture. L'architecture amérindienne de Cusco, des Incas, mélangée pour l'espagnol. Ouais. Sont gardés, et voilà, un métissage. Sont gardés quelques vestiges, et voilà. C'est intéressant, c'est joli de voir ces métissages. Aussi, même à Sevilla, quand tu vas aller visiter la Giralda une grande cathédrale vraiment impressionnante, ouais, c'est joli. Et aussi, ils ont passé aussi à Andalus, oui, de l'Andalus arabe. Voilà, mais c'est un ancien mosquée, mais c'est à conserver aussi, l'infrastructure, oui, n'est pas détruit, c'est une bonne chose. Le carnaval de Rio, oh, j'adore le carnaval de Rio, vraiment, c'est incroyable, je ne sais pas si tu as l'opportunité de voir ça, mais c'est vraiment, n'est-ce pas la fête seulement? C'est une résistance culturelle afro, exprimée en haut niveau, avec des chants de samba que j'ai rentré étudier les lettres, et c'est vraiment iconique d'écouter, waouh, c'est fait pour un philosophe, non, c'est fait pour la population là. Et c'est incroyable de voir c'est spontané, ces expressions vraiment, aujourd'hui totalement structurées. Et voilà, pour moi c'est waouh, chaque fois que ça me donne waouh, d'impressionnant chaque fois que j'écoute un samba, et aussi les allusions de toutes les écoles de samba qui se préparent pour montrer quelque chose de culture. Vraiment, ce n'est pas une chose superficielle, sinon au contraire, à mon avis, vraiment très profonde et très intéressante. Le vallenato en Colombie, qui est une musique qui, à mon avis, c'est en train de disparaître malheureusement, mais qui dans les années 70, 80, a été très spécialisée.
malheureusement a tombé. Dis-moi. Comment c'était le nom? Vallenato. Je vais mettre quelques musiques après pour simplement écouter un peu. Et ça, c'est très intéressant. On va parler après des cahiers blancs d'exercice qui se fait ici au Canada pour reconnaître les Premières Nations, pour faire une réconciliation. Tu sais que dans le Canada, il y a une réconciliation pour les 151, voilà, et reconnaître les Premières Nations. Et c'est un exercice vraiment incroyable que j'ai participé et que je vous invite de faire parce que c'est très touchant et c'est très joli. Et le voleur de Papalantra au Mexique, vraiment, que c'est incroyable de voir ça. C'est une tradition très ancienne de voir des gens vraiment à haute altitude de faire. C'est impressionnant, vraiment. Ce sont des choses, des patrimoines, vraiment, qu'on garde et qu'on doit reconnaître après. On va voir aussi des choses, vraiment. Par exemple, pour moi, la soupe plus jolie. Je suis de Bogota, on dit non, l'ajiaco c'est le plus joli de toutes les soupes du monde. Mais les moutées, quand c'était de Santander, en région, j'ai dit c'est top. Waouh, j'adore. Malheureusement, cette nourriture a devenu aujourd'hui chère, pas populaire, et la tradition de faire à maison s'est perdue. C'est triste, mais c'est en train de disparaître. Beaucoup. Quand j'étais petit, c'est normal de manger ça. Aujourd'hui, dans un restaurant exclusif, on paye plus, et voilà, c'est difficile de trouver. Bien sûr, on doit respecter l'événement religieux, non? Oui, je sais que dans notre point de vue, non, l'événement c'est comme ça, voilà, c'est très religieux, c'est imposé, mais il y a des femmes arabes qui vraiment sont son religion, on doit respecter ça. Hier, se célébrait les jours de Dante, la Divine Comédie. Ouais. Pourquoi j'ai mis la Divine Comédie là? Parce que c'est le livre original qui a donné la littérature italienne. Oui, les langues italiennes sont nées pratiquement avec Dante, quand il écrit là. Et les couleurs de Dante, que c'est vert, et de Béatrice, que c'est blanc, pardon, de Béatrice, que c'est vert, de Dante, que c'est rouge, et Virgilio, qui c'est blanc, a donné les couleurs du drapeau italien. C'est-à-dire que c'est une chose d'identité très impressionnante, et vraiment une chose qui a donné la structure à la langage italien, qui a inspiré après le langage français et après le langage espagnol. C'est-à-dire que, parce que ce sont langues romances, et voilà, après sont structurées les grammaires grâce à ça. Bien sûr, l'identité québécoise, et bien sûr, l'identité canadienne, qui chacun a son propre partage, respect, voilà. Il faut maintenir toujours le partage, c'est important. C'est une diagramme culturel. Voilà, quand j'ai étudié à l'Université de Montréal, à mon maîtrise, et dans la gestion projet internationale, vraiment, j'ai retenu beaucoup de ces diagrammes. Que chaque culture, c'est comme une oignon, qu'à l'intérieur, il y a des valeurs, il y a des rituels, il y a des héros, il y a des symboles, et il y a des pratiques. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut voir chaque région du monde comme ça. Ouais. Ouais, c'est très important. Aussi, comme un iceberg, ou comme un iceberg, ou comme en français, comment c'est dit? Pardon. Iceberg. Glace. Ouais. Oui, parce qu'iceberg c'est en anglais, mais il doit avoir un mot spécifique en français. Voilà. On regarde les foot, les dresses, les langages, la religion, les behaviors, mais il y a des costumes à l'intérieur, il y a des valeurs, il y a des livres, des croyances, et c'est moins visible. Il y a des choses qui sont visibles, il y a des choses vraiment cachées, et c'est la plupart de chaque culture. Après. Et voilà, c'est une équation, une formule, qu'on regarde que pour devenir un project manager, par exemple, si on va travailler à Japon, ou avec une équipe de personnes de tout le monde, de cultures différentes, voilà, les chefs du projet doivent avoir cette capacité d'avoir une cross-cultural leadership intelligence, de reconnaître les quotidiens intellectuels, les jours à jour intellectuels, les jours à jour émotionnels pour garder et ne pas impacter les émotions des autres, et bien sûr les culturels pour comprendre les cultures de chacun. Vraiment, ça va devenir à toi une personne qui peut travailler à personne de tout le monde sans dire des choses qui peuvent devenir offensives ou quelque chose. Hein. Il faut vraiment lire et devenir culturel. Il y a beaucoup de livres là, par exemple, un des livres c'est Transcultural Leadership, et
les leaders des transculturels, oui, et voilà, qu'on vous invite vraiment pour essayer, voilà, pour voir qu'on peut administrer ou peut travailler dans un environnement vraiment chargé de différents et divers. Voilà, les cultures philosophes et anthropologiques, on peut parler d'Hérodotus, des côtés anciens, c'est un peu plus dominant. Parce qu'Hérodotus, quand il a voyagé dans l'ancienneté et à l'Égypte, lui a dit les autres sont des barbares. Nous sommes grecs, nous parlons grec, mais les autres sont différents. Lui a dit un peu la dominance, oui, de notre culture, voilà. Et oui, ça peut être un peu complexe, mais oui. Et Aristote, qui aussi parle un peu de la réalité des cultures, et lui inspiré après Alexandre Magno pour vraiment imposer les cultures, voilà, on doit devenir les premiers universels. Et c'est intéressant de ces grilles entre les domaines et la protection de l'autre qui a devenu un métissage. C'est le plus important. Qu'est-ce qui ça dans ces partages? Après, des côtés anthropologie, dans l'anthropologie moderne, Marcel Mauss, vraiment c'est très dominant, lui a fait un diagramme qui a dit les plus attracés sont qui créent dans la nature, les plus évolués sont qui croient dans la science, que c'est bon, mais de toute façon, mettre un diagramme qui est vraiment évolutif et mettre les autres cultures en une trace, en une capacité développée. Après aussi, Claude Lévi-Strauss, aussi c'est de la culture dominante de l'anthropologie. Il faut voir qu'il y a une culture vraiment anthropologique dominante, oui, qui a les raisons. Si on rentre dans là, c'est la raison. Mais après, on va voir les balances. L'école de Francfort, c'est un peu la résistance. Vraiment, l'école de Francfort a dit, voilà, on va s'ouvrir, on va critiquer le système. Malheureusement, récemment a décédé Jürgen Habermas, il y a 2 semaines, je pense. C'est un des derniers penseurs, vraiment. Mais vraiment, c'est le partage, c'est la critique un peu du modèle, oui, à l'intérieur de l'Occident, voilà, pour comment est-ce que vous pouvez devenir critique. Après, Foucault, bien sûr, les panoptiques, et voilà, il faut toute la théorie des panoptiques. Mais le premier que je peux dire, la reconnaissance, c'est Françoise. C'est pour moi, c'est le top, parce que lui est un anthropologue allemand qui a habité aux États-Unis, qui a développé toute cette culture-là. Et lui, le premier qui a dit, semblable à ce que dit Wade Davis, non, chaque culture a son propre tradition, son propre évolution. On n'a pas le droit d'imposer des choses à une culture comme ça. Et chacun a une lumière. Oui, c'est impressionnant, mais chaque culture a une lumière. Et si on est le plus avancé technologiquement, on n'a pas le droit d'imposer technologiquement si elle n'accepte pas. Si tu partages, oui, c'est important, mais on ne peut pas obliger eux. Vraiment, Framboise, c'est un top, et pour moi, quand j'ai découvert Framboise, c'est un grand domaine pour moi, et voilà, c'est top. Ok, l'imposition culturelle ou la dominance, c'est les dualités entre les balances. Par exemple, aujourd'hui, si on parle là, qu'est-ce qu'il y a lui? Le Capitaine Américain, oui, c'est-à-dire que c'est un personnage très commun partout. Voilà. Capitaine Américain. Après, on peut dire que Trump a dit, ok, nous sommes américains, nous sommes Make America Great Again, on va aussi arriver jusqu'à le Canada, oui, c'est les 50 États des États-Unis, oui, c'est le qu'il dit. Après, Bad Bunny a fait un show Super Bowl, oh, nous sommes tous américains, voilà, pas seulement les États-Unis. Ouais. Après, on peut dire, oui, Amerigo Vespucci, c'est le nom de l'Amérique. La première fois que s'écrit le nom d'Amérique, c'est par tous les continents, et c'est en 1507. Oui, c'est-à-dire que si les Américains disent, nous sommes Américains, oui, tous les Américains, mais tous les continents est le nom de l'Amérique, parce que ça a été nommé pour Amerigo Vespucci qui a dit, c'est un continent différent à l'Asie. Voilà. C'est ça, c'est l'histoire, il faut reconnaître l'histoire. C'est-à-dire que les mêmes d'Amérique, non, it's United States. Partie de l'Amérique, oui, c'est United States of North America, or the middle of North America, pour être très précis. Mais quand on dit les Américains, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur ignorante.
the Americans, non. Nous sommes tous les Américains, les Colombiens, les Mexicains, les Argentins, les Canadiens, tous. Oui, parce que c'est écrit, c'est l'histoire, on doit respecter l'histoire. Et quelqu'un d'autre va dire, non, je suis Américain seulement. Non, ce sont tous les pays de l'Amérique. Aussi, le plus intéressant, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas un statut d'Américo Vespucci. En Colombie, il y a un. Ouais. Le triste, c'est que c'est l'unique pays du monde, sans exagérer, qui a fait un statut d'Américo Vespucci. Il n'existait pas dans d'autres régions. Après, c'est nommé l'aéroport de Florence, en Italie, et quelques petites statues. Mais en États-Unis, c'est le pays qui dit non, nous sommes américains, il n'y a pas un statut d'Américo Vespucci parce que ce n'est pas reconnaître vraiment l'histoire qu'il y a à l'arrière. Et je vous invite vraiment à lire la biographie d'Américo Vespucci, qui c'est très intéressant, concerne le respect aussi avec les Premières Nations à l'époque qui arrivaient, et qui inspirait livres comme le livre de l'Utopie de Thomas More, et aussi avec les façons de voyager, a influencé à Copernicus pour faire le découvrement de que le Soleil est vraiment le centre de notre galaxie, oui, du système solaire. Vraiment, c'est lui qui inspira Copernicus. C'est très intéressant de voir qu'est-ce qu'a fait Américo Vespucci. Pour ces raisons, c'est bien mérité le nom de l'Amérique. Voilà. On continue. Merci beaucoup. Et à partir de ça, on peut créer avec l'ignorance des fausses stéréotypes. C'est une chose qu'on doit être en garde, vraiment, parce que quand on brise une culture, on dit, on coupe l'union, on détruit l'union, vraiment, on va détruire des valeurs, des rituels, des héros, des symboles et des pratiques. Voilà, c'est couper les arbres. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans une situation comme ça. C'est la réalité. Nous sommes maintenant ça. Il faut faire attention. Par exemple, un exemple. Nos amis argentins, j'aime beaucoup l'Argentine, les amis argentins, tout ça, oui. Mais l'ego de quelques Argentins, vraiment, c'est. Il y a là qui dit que pourquoi les Argentins regardent le ciel quand il y a un foudre. Parce qu'ils pensent que Dieu les prend des photos. Ouais. Un jour, un Argentin est arrivé à un magazine de cartes du monde et il dit besoin d'une carte du monde de Buenos Aires. Ouais. C'est des petites blagues comme ça. Ouais. Et vraiment, nous sommes différents, voilà. Et ça crée des fausses stéréotypes, comme ce qui est passé avec Bresciani, avec Vinicius, dans les classiques entre le Real Madrid et les Benfica, qui lui a donné, il a fait des monkeys, oui. Signe, oui, on sait bien. Singe. Et voilà, ça trouvait vraiment coupable, et voilà, c'est imposé une grosse pénalité pour ça, parce que c'est un faux stéréotype. Vinicius, son couleur de peau, mais il n'est pas un singe. C'est offensif. C'est créer des fausses stéréotypes. Ou qu'on la visite, la touriste argentin aussi qui récemment a fait à Rio de Janeiro la même chose, 15 ans de prison. Et n'est pas profité du carnaval de Rio, qui c'est d'origine afro. Oui, ça a perdu toute la culture qu'il y a à l'arrière. Pour une fausse stéréotype que les médias, que tout ça a créé. Ouais. C'est important de garder ce type de respect, parce que sinon, quand tu vas faire ça en Brésil, que c'est pénible, un délit de racisme. Voilà. C'est des choses qu'il faut faire, et fausse stéréotype, de garder attention. Et même la culture du tango, que c'est très joli tout ça, mais aussi il y a des racines afro. Il faut reconnaître ça. Aujourd'hui, tu dis non, c'est totalement européen. Oui, mais dans le fond, les tangos bien, la musicalité aussi afro-africaine, de l'Afrique. Briser les valeurs d'une société par une externe perd le respect humain et la justice est affectée. Vraiment, et tu peux frapper, mais la justice va prendre du temps pour retarder et prendre des décisions. Oui. Par exemple, avant, au Brésil, il n'y a pas ce type de délit. Mais à partir de ça, quand malheureusement les Argentins ont commencé, tout est sous manqué, tout ça. Alors, le Brésil a dit non, c'est une pénalité. Voilà. Aujourd'hui, il y a une grosse expectative quand se fait la Copa Libertadores entre les équipes brésiliennes. Je ne sais pas comment ça va développer, mais ça va être très chaud. Les risques sont biculturels. Comme j'ai dit, les mainstream, oui, le mainstream, c'est que les marchés te vendent
Voilà, c'est très critiqué par Habermas, par Hockenheimer, pour Marcus Adorno. Eux ont visité les États-Unis, voilà, c'est joli, les États-Unis, il y a beaucoup de culture, voilà. Mais aussi, il y a une industrie culturelle qui n'est pas tombée complètement là, parce que sinon, on va devenir des marchandises. Parce qu'on va avoir l'homogénéisation, ouais. On va avoir une diversité. La marchandisation de l'art, oui, et par exemple la figure, oui. Aujourd'hui, oui, sont des artistes, oui, mais la qualité, si on va juger des points de vue musical, les traits sont répétitifs, c'est plus le spectacle que la qualité à l'arrière. Voilà, c'est important de juger ça, ça vient de la école de Francfort. Les contrôles sociaux, oui, pour anesthésier les gens, seulement les mêmes chansons, tu reprends la radio, c'est chaque 10 minutes, c'est la même chanson. Là, c'est le meilleur, voilà, tout doit coûter. Ouais. Voilà. Et l'aliénation, bien sûr, on se mettre dans ces cercles réduits et n'est pas la capacité d'explorer plus. Et voilà, c'est les risques d'une zombie culturelle. On n'est pas un esprit critique. Mais on ne peut pas interdire ça. C'est très important ça. Mon message n'est pas de non, arrêtez d'écouter là, non. Tu as le droit d'écouter, tu as le droit de choisir. Mais pour bien choisir, il faut s'illustrer. Parce que sinon, tu vas simplement suivre la masse et tu n'as pas la capacité vraiment de juger et avoir ton propre critère. Oui, par exemple, il y a des gens qui disent non, j'aime là. Mais si tu me dis avec des justifications, ok, parfait, c'est ton point de vue. C'est tout. Ouais, on ne peut pas interdire, on doit s'illustrer. Voilà, et une autre chose intéressante, tout ce qui est lui, Jules Verne. Ouais, Jules Verne, j'adore Jules Verne, un des grands écrivains français, voilà. Jules Verne qui a écrit beaucoup de livres, plus de 40 livres, une chose comme ça, incroyable, tous les livres sont bien bons. Mais je ne sais pas si quelqu'un a lu les derniers livres de Jules Verne qui a été jeté en 1994. En 1994, et c'est le suivant livre. Paris au siècle XX. À l'époque, c'est un des premiers livres qu'a écrit Jules Verne. Mais Theodor Herzl, l'éditeur, a interdit le livre. Et le livre était oublié dans une boîte de sécurité. Et en 1914, apparu pour un descendant de Jules Verne. Et le livre nous décrit pourquoi il est interdit. Parce qu'à l'époque, le message c'est très fort. Vraiment, c'est très fort. Parce que Jules Verne écrit sur la science. Et dans l'époque, Jules Verne a regardé qu'on peut devenir vraiment un zombie culturel. Et voilà, on va habiter dans une société où le monde a oublié à Victor Hugo. Tu t'imagines ça? On lit le livre en 1865 qui a été écrit et lui a dit non, on habite dans un livre où la société va lancer seulement l'aspect technique, domine tout, les livres de comptabilité, les livres d'ingénierie, oui, c'est important. Mais la partie humaine, les balances culturelles, c'est oublié. Et lui est un poète. Un poète dans cette époque. C'est impressionnant. Pour cette raison, c'est Paris, siècle XX. Les derniers livres lancés en 1914, qui ont été interdits, et voilà, je vous invite à lire. Et voilà, c'est un livre, une phrase intéressante qui dit ce que nous savons est une goutte de l'eau. Ce que nous ignorons, c'est l'océan. D'où le grand, que c'est Isaac Newton. Vraiment, j'adore ces phrases. Et oui, c'est très important de voir qu'on a un univers vraiment pour découvrir, connaître dans toute la vie seulement une goutte de l'eau. Il a dit Isaac Newton. Tu sais, tous les qui connaissent Isaac Newton. Les aventuriers culturels. Dans le monde, il y a beaucoup d'aventuriers culturels. Seulement, je voulais montrer que dans l'ancienneté aussi, il y a des penseurs qui se sortent de la boîte et vous explorez plus. Les mêmes Hérodotus, et aussi Démocrite. Et Alejandro Magno aussi, bien sûr. Lui a imposé la culture grecque, mais c'est la première mondialisation.
mais aussi lui a fait quelques métissages intéressants qui à la fin de sa vie a reconnaître que toutes les cultures sont intéressantes pour ces raisons là. Marco Polo, bien sûr, et qui a fait le voyage à la Chine et a décrit dans son livre toutes les cultures. Et M. Amerigo Vespucci, un de mes héros, vraiment, que j'ai aussi envie de découvrir, vraiment, tu vas avoir beaucoup de surprises. Charles-Marie de la Condamine, c'est un personnage incroyable. C'est un des premiers scientifiques qui est arrivé à l'Amérique et a fait les méditions de l'équateur. Quand tu arrives à Quito, tu as visité les parcs de la moitié du monde, oui, et là, les statuts de toute l'expédition française qui a fait la médition de la moitié du monde et qui a confirmé que Newton a la réalité. La théorie de Newton était véridique, mais voilà, les livres de Charles-Marie de la Condamine sont d'aventures pures, vraiment, c'est meilleur qu'Indiana Jones, bien sûr, c'est impressionnant, à l'époque. Et José Celestino Mutis, un des premiers scientifiques espagnols qui a fait à Bogotá la première expédition botanique, a classifié plus de 20 000 spécimens de la forêt. Et vraiment, c'est l'expédition botanique aussi, qui a inspiré Alexander von Humboldt. Lui était la plus grande bibliothèque privée du monde, à l'époque était de José Celestino Mutis, a inspiré Alexander von Humboldt, et après Humboldt a fait tous les voyages pour l'Amérique pour faire les différents découvertements scientifiques. Et celui, c'est l'explorateur britannique Livingstone. Livingstone qui a découvert le Nil, la naissance du Nil, et lui a décrit aussi les cultures africaines d'une façon respectueuse. Aujourd'hui, la moitié du cœur de Livingstone est dans un arbre en Afrique pour respect de lui. L'autre partie, c'est à Londres. C'est très intéressant. Et Sir Charles Burton, autre grand voyageur britannique, qui a visité l'Asie, la Inde, qui a traduit le Kama Sutra. Le Kama Sutra qui n'est pas un livre sexuel. Oui, c'est un livre sexuel, mais c'est religieux. Ouais. Et beaucoup de gens ont dans la tête que non, c'est des positions, voilà. Non, c'est vraiment un livre de religion et à la Inde. Lui a seulement traduit la partie sexuelle explicite. Mais à l'arrière de ça, il y a vraiment, j'ai lu le livre d'un professeur de l'université de Chicago, Wendy Doniger, et lui a écrit toutes les richesses de Kama Sutra. Mais oui, les stéréotypes, c'est grâce à lui, mais lui aussi a traduit les 1000 units des livres iconiques de contes de l'humanité, plus de 1000. Vraiment, c'est impressionnant, et voilà, c'est lui qui a fait ça. Et autre de mes héros, Richard Evan Schultes. Richard Evan Schultes, les grands scientifiques des États-Unis qui a visité la Colombie, le Pérou, le Mexique, et qui a découvert la coca, mais pas la cocaïne, c'est différent de la coca. Oui. Et la coca, c'est un fruit sacré qui utilise les Incas pour avoir de l'énergie, pour monter aux hautes montagnes. Oui. Après, l'armée allemande a extrait les concentrés pour faire la cocaïne, et que c'est une drogue utilisée pour la haute société de l'Allemagne. Mais oui, c'est lui qui a découvert aussi la ayahuasca. Je ne sais pas si quelqu'un connaît la ayahuasca, ou yahé. Pas découvert, a écrit que c'est aussi on peut dire, des médicaments amérindiens. Lui a découvert plus de 15 000 spécimens, et aujourd'hui, plutôt, l'industrie actuelle pharmaceutique est basée sur le découvrement de Schultes de l'université Harvard. C'est très intéressant. Après, mais seulement l'Occident, non, je pense qu'il y a aussi des illustrés de la Chine qu'on ne connaît pas. Un jour, j'ai parlé avec un ami arabe, lui m'a dit qu'il y a un grand voyageur, je me rappelle bien les noms, mais à l'époque de Colomb, il y a autre arabe qui a fait beaucoup de choses. Un livre intéressant, c'est 7 Years in the Tibet, 7 years, comme le film de Henry Harrer. C'est très intéressant de découvrir la culture de Dalai Lama. Et dans le pop, dans la popularisation, bien sûr, les Beatles, quand on fait les voyages à la Inde, on fait de belles chansons, voilà, c'est intéressant de découvrir les chansons qui ont fait Paul McCartney, Ringo Starr, tout ça, George Harrison. Et bien sûr, Queen, quand on a voyagé au Japon, qui a fait aussi une musique, un mélange métissé entre les deux. Voilà.
Ce sont les illustrés pour moi. Il y a beaucoup d'illustrés, mais j'ai aussi bien à être illustré. La qualité des arts, c'est une minorité. Il y a une phrase très jolie de Pablo Picasso qui dit pour peindre, la technique de peindre comme Raphaël ou Botticelli et tout ça m'a pris 10 ans. C'est-à-dire que je peux faire la qualité d'eux. Mais pour peinturer à mon propre style, et aussi comme un enfant, ça m'a coûté toute la vie. C'est difficile vraiment. Pas que Lucio aussi, le grand guitariste espagnol, lui a essayé de frapper sa guitare parce que c'est tellement lourd de devenir un artiste avec son propre identité. Et vraiment, c'est une minorité. Minorité sélecte. Par exemple, une anecdote d'une amie brésilienne. Je l'ai rencontrée à Montréal. Et elle a dit, je suis un amateur de la musique brésilienne, j'aime beaucoup Vinicius de Moraes, Caetano Veloso, et Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda, et Elis Regina. Elle dit, non, je connais seulement Guns N' Roses. Mon ami, tu ne connais pas la propre culture de ton pays? C'est très vraiment. J'ai pensé ça, c'est impressionnant la culture brésilienne. Et lui ne comprend rien, seulement me parlait de Guns N' Roses. Ok, je mettrai ça ici parce qu'à mon avis, en Colombie, entre 2010 et 2020, il y a beaucoup de chanteuses qui ne sont pas de mainstream, d'un niveau de qualité, de voix, d'originalité, qui est waouh, c'est top. Mais si on rentre dans chaque pays, on peut trouver beaucoup de chanteuses comme ça. Et on va devenir vraiment des grosses surprises et vraiment des vrais artistes. Aujourd'hui, la migration des arts aussi vient dans les graffiti street art. C'est intéressant qu'il y a quelqu'un qui fait vraiment de belles murales. Et aussi dans la partie digitale. Non? On peut devenir aussi artiste dans la partie digitale. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir ça et beaucoup d'artistes aujourd'hui pouvaient imaginer l'intelligence artificielle pour donner des idées et voilà, s'inspirer. Mais c'est débattible, mais aujourd'hui, on peut arriver à ça. Parce que c'est aussi une migration, une évolution dans l'art qui toujours va être sélecte. Pour devenir un artiste, va être vraiment sélecte. Voilà, on a quelques applications pour explorer un peu l'art. C'est nos sales. J'ai fait une chanson en cumbia intéressante en son nom. C'est très intéressant. Voilà. Qu'est-ce que c'est les critères de reconnaissance? Comme a dit Françoise, il faut explorer. Ouais, il faut explorer les différentes cultures du monde pour simplement découvrir l'art. Après, bien sûr, inspiré à Richard Evans Schultes, que je vous invite aussi à découvrir, et Walt Davis, élève de Schultes, un des grands écrivains canadiens, qui a dit chaque culture a quelque chose à dire et chacun mérite d'être entendu, tel qu'on détient le monopole des racines du divin. Walt Davis. Lui a ici en octobre, on va essayer d'imiter lui pour la fête du livre hispano-américain qu'on va faire ici au Canada en octobre, pour rencontrer Walt Davis. J'espère que lui peut venir. Ok. La reconnaissance culturelle, une balance des cerveaux. Ici, c'est le Kairos Blanc Exercise. Pour s'il vous plaît, écrire ça parce que vraiment, c'était un peu à reconnaître l'histoire du Canada. C'est dur, c'est touchant. Mais je l'ai fait quand j'ai fait les Canada C3, que c'est l'expédition de l'anniversaire du Canada dans les 150 ans de l'unité. Et voilà, faire ça, c'est vraiment me toucher. La Princesa Asturias, qui est un prix pour la culture dans le monde, c'est vraiment que c'est très ouvert et très joli. Et bien sûr, dans la partie des sciences pures, c'est le prix Nobel, qui c'est la reconnaissance dans le monde. Après, voilà, ce n'est pas un prosélytisme politique. Non. Je voulais montrer ici qu'il y a une diversité. Aujourd'hui, la vice-présidente de la Colombie, c'est afro. C'est la première fois qu'on a un vice-président afro. Avant, c'est impossible, toujours sont des blanches, des gens qui détiennent le pouvoir historique en Colombie. On peut voir la première mairesse de Montréal d'origine hispanique, mais qui a grandi à Montréal et connaît le contexte de Montréal. Et vraiment, c'est très respectueux, c'est très joli de voir ces représentants. Aujourd'hui, la vice-présidente d'un candidat en Colombie est Première Nation. Première fois qu'on va avoir une Première Nation dans la candidature de président. C'est très intéressant ça.
Aussi, on a le premier président de la Bolivie, amérindien, qui a géré le pays beaucoup de temps. C'est intéressant qu'il y ait une participation, c'est la démocratie. Barack Obama, des côtés afro aux États-Unis, et les chefs de Manitoba, c'est très intéressant. Et bien sûr, Zohran Mamdani, qui c'est récemment les mayor de New York, d'origine de l'Inde. Et c'est intéressant de voir la diversité, et c'est pour parler, c'est pour nous donner un aspect ouvert, et voilà, respectueux des cultures. Autour de ça, dans l'ancienneté, on revient à l'ancienneté, il y a Diodore de Sicile a fait les 8 merveilles du monde, des choses culturelles, des patrimoines architecturaux à visiter dans la vie. À l'époque, c'est les Pharos d'Alejandría, les Colossus de Rhodas, tout ça, oui. Mais ça, oui, lui a agréé aussi les Colisées romains, ouais. C'est les choses impressionnantes à voir dans la vie. Ça a voté après les nouveaux, et voilà, on a ici autrefois les Colosses de Rome. Les gens, oui, en été, mais ont voté, c'est voté, mais c'est impressionnant vraiment, les pyramides. Mais pour devenir plus inclusif et vraiment, l'UNESCO a fait les patrimoines. Vraiment, on peut rentrer à voir les patrimoines du monde qu'il faut visiter, il faut reconnaître. Et la première liste, ça fait en 1968, oui, et c'est intéressant que le Canada ait déjà dû. Parnahani et les Hans Olmeros sont des deux patrimoines canadiens qui étaient inscrits dans la première liste. Vraiment, on doit être très fiers de ça, vraiment, que le Canada a dû dans la première liste. Vraiment, c'est intéressant. C'est Nahani. Pour un jour visiter. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup dans le monde, tout pour sauvegarder les menaces, la solidarité internationale, la lutte contre l'oubli et la destruction. Quand on visite un endroit patrimoine de l'humanité, t'invite à découvrir la culture de ces espaces. Avant et après, par exemple, la pyramide de Chichen Itza en Mexique. Et lui, c'est un botaniste hollandais qui habitait à Bogota pendant toute sa vie. Il lui a fait vraiment des découvertements très intéressants et lui a créé une réserve naturelle qui s'appelle Van der Hamen pour instaurer les forêts originales de la savane de Bogota. Parce qu'il s'est perdu. Il s'est importé des pinos, s'est importé d'autres types d'arbres et lui a récupéré vraiment les arbres originaux. Van der Hamen. C'est très intéressant que même pas les mêmes personnes de la ville n'ont pas capables de penser ça. Lui a fait, on va faire une réserve pour garder comment était le passé, l'original de la région. C'est très joli. Ce patrimoine, voilà, c'est l'UNESCO, l'Italie, plus de 66, la Chine 59, l'Allemagne, l'Espagne 50, vraiment, ce sont des grosses patrimoines qu'on doit visiter dans la vie, voilà, l'Asie, et Talnopi, ici c'est en Turquie, récemment. C'est impressionnant. Il y a un océan à découvrir, pas un bout. Voilà. Et les mythes de la grotte de Platon, pour finir. Voilà, tu connais les mythes de la grotte de Platon? C'est très important, impressionnant. Et seulement, les gens pensent que la réalité, c'est qui est projeté pour autres. Mais toute la vie, sont restés là et ils sont capables d'aller plus loin. Et vraiment, l'être humain va être libre quand sortir de la grotte. Aujourd'hui, on peut dire que c'est la même chose, simplement que c'est les réseaux sociaux, les mainstream. Et voilà. Pour devenir libéral. Et moi, mon expérience quand j'étais jeune, adolescent, voilà, j'ai entendu toujours les mainstream colombiens. Parce qu'en Colombie, il y a aussi les mainstream. La même chose. Et j'ai entendu la même radio, les mêmes musiques. J'espérais et je me sentis comme ça. Je dire, c'est terrible, c'est la même musique, les mêmes chansons, les mêmes artistes, et les mêmes nouvelles. Tu prends comment ça dit, un noticiero, les nouvelles, TV nouvelles, et c'est toujours les mêmes assassinats, les mêmes chaos. Je dis, non, n'est-ce pas possible. Après, j'étais tout ça. Quand j'étais 15 ans, et j'ai démarré à écouter à l'Inestadio, une radio culturelle universitaire, voilà, qui me dit Musica sin frontières, musique sans frontières. Voilà, lui explore la musique du monde. J'ai dit, waouh, c'est autre chose.
la radio nationale de la Colombie, qui a créé un mot qui s'appelle colombiologue. Pas colombien. Le colombien, c'est que la sélection colombienne, le football, tout ça. Non. Le colombiologue, c'est une personne qui habite, qui regarde les cultures du pays, parce que c'est un pays aussi diversité culturelle. Les gens de Bogota sont différents, les gens de Medellín, les gens de la Carthagène, les gens de Cali sont complètement différents dans ces traditions. Et un colombiologue, c'est une personne qui comprend les différences culturelles. Et il adorait ça. Et lui m'a montré beaucoup d'expressions musicales là, que je ne connais pas, et voilà, pour moi c'est trop. Et mais le extérieur, c'est plutôt de la musique classique, voilà, que j'ai rentré, exploré, et waouh, il y a un univers de la musique classique, et j'ai assisté à plus de, sans mentir, 200 concerts de la Philharmonique, Beethoven, Bach, Mozart, tout ça, vraiment, c'est illustré grâce à cette radio. Et voilà, avec des amis, journalistes culturels, malheureusement, lui a décédé il y a déjà 5 ans. Mais vraiment, ce sont des bibles qui ont une tête. Tu peux parler de tango, tu peux parler de musique mexicaine, tu peux parler de flamenco, tu peux parler de musique du monde. J'ai dit, waouh, lui est le directeur aujourd'hui musical de la Radio nationale de la Colombie. Et vraiment, c'est agréable de partager et culturellement parler de la musique du monde. Musique néo-colombienne et musique mondiale. C'est impressionnant. Finalement, tout ça pour parler d'une chose que c'est citoyen du monde. Et ce concept ne peut pas devenir d'autre qu'un grand philosophe qui c'est Diogène de Sinope. Quelqu'un connaît Diogène de Sinope? C'est impressionnant, non? Diogène qui habitait à Leroux, qui est capable de dire quand arrivé Alexandre Magne dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Diogène dit, s'il te plaît, quitte-toi, que tu ne peux pas, je suis en train de profiter de la lumière du soleil. C'est la réponse qu'a dit Alejandro Magno. Et qu'Alejandro Magno était tout gêné, non, c'est un grand personne vraiment. Et lui a dit, je ne suis pas grec. Lui a répondu, je ne suis pas de Sinope. Je suis grec, mais je suis citoyen du monde. Voilà, c'est le top. Pour moi, c'est le top de devenir citoyen du monde. Et je suis content de recouvrir dans cette conférence que c'est Diogène de Sinope qui a dit ça. Je pense que ces pensements viennent seulement d'une personne de ce niveau de pensée. Et voilà, citoyen du monde. Et c'est le stoïcisme, ouais. C'est la loi, le cosmopolis, non? C'est la loi naturelle universelle unie de l'humanité. À l'arrière de tout, nous sommes humains. Oui, nous sommes humains à la fin. Oui. Ça n'importe les peaux, ça n'importe, ouais. Nous sommes humains. Nous ne sommes pas plus. Et bien sûr, c'est à Kant et l'hospitalité arabe aussi, on peut parler, qui parle aussi de citoyenneté du monde. Dans les États-Unis, Albert Einstein se considère aussi cosmopolitain, citoyen du cosmos, du monde. Et ça a créé après Gary Davis, un politicien des États-Unis, vraiment intéressant, je n'ai pas entendu de lui, mais il a créé la flaque, le drapeau du citoyen du monde. Il a créé la citoyenneté au monde, un passeport, et lui a renoncé à son citoyenneté aux États-Unis pour devenir ça. C'est très intéressant de voir Gary Davis. Pour moi, savoir reconnaître un monde divers, à mon avis, est l'état plus élevé de l'être humain. Pour moi, c'est le plus élevé de tous. Et voilà, pour finaliser, simplement, je ne sais pas si on a le temps. On a 10 minutes. Simplement, si quelqu'un peut se réunir dans un groupe de combien nous sommes? 2, 4, 6, pardon, dans un groupe de 4 personnes, je pense, pour faire une petite liste d'admiration de votre culture et ton propre liste de ton propre culture. 5 choses. Ça peut être nourriture, musique, chanson, et à la fin, simplement exposer rapidement qu'est-ce que tu aimes de culture, du monde. Est-ce que vous pouvez vous réunir en équipe?
pareil sur les Ouais, ça peut être plusieurs. Donc, Ouais, en même temps qu'on pense comme ça, ben, faut que tu enregistres tes voix. Allez, allez, allez! Si vous voulez, on monte au Québec. Ben, nous trois, on est quand même. Moi, je trouve que le perse, c'est vraiment une belle langue. J'aime beaucoup le Charlevoix. Le Charlevoix, la région qui est après Québec. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est unique. Ouais, oui. En Iran. Ah, fait comme l'Iran. Musique, chanson. Mais c'est pas ça. No, eso es muy interesante. Digamos que el golpe que es, lo que pasa es que el golpe que estuvo ahí, el mensaje es personas que no conocen Sí, se sabe que no hay de détails. Para mí, fuera ese personaje, además, él nunca él escribió todos los inicios, obviamente había pero hay otros que son una maravilla. Y él decía, él nunca tuvo, por ejemplo, un esclavo. O sea, él nunca tuvo un esclavo que cuando yo tenía una esclava que era una española. Y obviamente pues una persona muy querida. Todos hablamos de Colón y Colón quedó un poco invisibilizado y sobre todo que no, perdón, algo no lo he hablado de lo había hablado de los orígenes del continente. Está bien, pero de todas formas para lo popular. Eso es lo que hay. Oui, mais ils sont habitués d'être avec des jeunes. Et la réaction par rapport aux gens qui sont partis par un. C'est vraiment facile. C'est aussi un des systèmes d'écriture les plus modernes. Parce qu'il a été créé très récemment. Une ouverture d'esprit. Là, c'est peut-être un lien que je vois avec Oh, comment? je suis j'avais été d'abord au Québec. Algo se hace, no es fácil. On a vu, ouais, on a vu On rencontre des choses qui étaient comme ouais, c'est vraiment cool. oui, moi c'était comme wow. Ouais, mais tu dis, Là, je vois un peu ce qu'il a revenir. Ouais, avec Dans ce sens-là, j'ai vu parler de Genre, c'est une c'est tradition la comme deux femmes, une enfant, façon d'accepter ça s'appelle si c'est tellement, je sais pas quoi dire. disons que j'aurais du mal à revenir. Y que hay que eso sabía, Ça, quelque chose.
municipio. Différents Como es, digamos, como es en el mapa. Je crois que ça a été ici. Y antes se intercambian de un momento a otro. Personnel, son parcours personnel Y al final quedan et le monde autour. dos pedacitos chicos. Ouais. Entonces, eso hicimos cuando quedaban así. C'est ça. Sinon, moi, je peux Which one's your favorite though? c'est So we get men. crayon, des trucs. If it's the one in the right. Je suis pas bon. Il y a des formes qu'on fait en crayon, des dragons, Yeah, it's like, O sea, es sensible. See, I'm like, Que es dominante y te dice, no, es que vamos. Es una niñez, y ellos son bien trabajadores, pero realmente no tienen nada de desarrollo, son tipos que son Oui, du coup, oui. lo único que la ciencia extrema, la ciencia de desarrollo. Moi, je suis arrivé avec un humanité, donc c'est. Pero el otro Frank Boas, me parece, es para el yo es que le fue a la universidad de Montreal, cuando nos profesorado, wow, existe este tipo. Y él inspiró, creo que a Chultes, que hace en Estados Unidos. A más, yo que critico, pero bien, también reconozco que de mis grandes, digamos, héroes intelectuales está Tout ça, c'était en lien avec les problèmes de racisme Boas, à la mort. está Chultes, está Tate, pero que es canadiense. Tu l'as vu, ouais, non, Sí, claro. Ok. Ok, les amis. ouais, il a été condamné, je sais pas. Nous reste 5 minutes simplement pour partager. Je sais pas qui pour élever, voulait nous partager un peu de ces petits ateliers. Qui voudra partager? Allez, mon ami. Bah, nous autres, côté nourriture, on a décidé que bah, nous, on apprécie énormément la nourriture du Pérou. Puisqu'on est allé à un restaurant manger de la nourriture du Pérou, puis ça a vraiment. Ça nous a frappé comment c'était beau, comme nourriture, c'était bon, c'était vraiment fascinant. Après ça, littérature. Moi, personnellement, de toute façon, je trouve vraiment intéressant la littérature japonaise. Ils ont une façon d'écrire vraiment intéressante et fascinante, puis une façon qui est très différente de partout d'autre dans le monde, que je trouve vraiment fascinant, surtout comparé à la littérature qu'on a ici. Côté sportif, en fait, moi je suis allé au Mexique, à Mérida, aller faire un voyage d'études là-bas, et on a vu une partie du juego de pelota, des Mayas. Fait que c'est un sport autochtone de là-bas, c'était vraiment fascinant à voir. Surtout comparé à ma culture, moi je suis autochtone d'ici, et on a des jeux quand même, pas la même chose, mais quand même similaires. C'était vraiment fascinant de voir un sport autochtone comme ça, assez populaire. La crosse, je pense. Oui, ici la crosse. C'est plat. Ça en est un, ouais. Après ça, c'était pas une catégorie, mais on a parlé beaucoup de les danses traditionnelles, que pas mal partout dans le monde, presque chaque culture au moins a sa danse. Une danse traditionnelle, une danse culturelle, tout ça. Et c'est vraiment intéressant de voir toutes les différentes et la variété de différentes sortes de danse qui vient avec leur propre musique et leurs propres vêtements et tout ça. Les instruments aussi qui viennent, des instruments qui ont été transformés, certains qui ont continué à être développés, mais il y en a qui sont propres à leur pays et qui ont un son et qui ont une signification pour ce peuple, mais aussi pour les autres pays. Merci beaucoup, vraiment, très bel partage. Merci vraiment. Pour nous illustrer, voilà, nous illuminer. Autre équipe? Autre équipe? Gabriel? Non? Ici? Ça, on a parlé du Québec un peu. Moi, j'ai parlé du Charlevoix, parce que c'est une région du Québec. On a parlé aussi un peu de l'identité québécoise, de la musique, en lien avec l'identité québécoise. Et on a des expériences différentes, peut-être un nouveau. Moi, je trouve intéressant ici, ça s'appelle un esprit ouvert, d'ouverture, une curiosité vers les autres cultures. Alors, oui, il y a une identité forte au Québec. Dans ce sens, avec le Canada, je vois des parallélismes. Ce pas des entités qui sont exclusives nécessairement, on peut être sur plusieurs, avoir un
pieds partout. Mhm. Et je crois que ça a fait mon affaire quand je suis arrivé. C'est pour ça que quelques années plus tard. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, Je vous laisserai pour partager. là-bas, non? Vous ne voulez pas partager? Hermaïne, là? Rose? Annecy? Pour une langue qu'on aime bien, c'est le gaélique. Ok. Donc, du Japon, le vêtement du kimono. Mhm. Sinon, toute la bouffe de l'Italie. Spaghetti, pizza, Mhm. autres. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre? Mais là, vous ne voulez pas partager? Non? Ok. Non. C'est très timide, tout le monde. Voilà, finalement, c'est notre table ronde. J'ai essayé de faire un design, premièrement des enfants, adolescents, et après on va finir pour les adultes. Voilà, tout partageant. C'est conclusion, pour finir, simplement. La résistance et la reconnaissance sont une balance culturelle. C'est nécessaire de partager, mais aussi protéger. C'est une balance. C'est pas seulement, on va détruire complètement, on va imposer, non, balance c'est tout. C'est une symphonie musicale, oui. Chacun a son participation, et voilà, dans le monde, dans les concepts de monde. Le monde est sur un droit de partage, de reconnaissance, bien sûr. C'est important ça. Il faut instruire pour ne pas tomber dans la zombie culturelle. C'est très important. Toujours lire, toujours explorer plus, aller plus loin. Le suprématisme veut tomber le miroir historique, c'est un risque. Mais pas un syncrétisme métissage, oui. Il faut comprendre les cultures, comme dit Françoise, comme dit Poète Davis. Il ne faut pas seulement, on a seulement la vérité. Vraiment, il y a beaucoup de vérité dans le monde biodiverse. Il faut respecter toutes les religions. Toutes les religions, il y a des sagesses. Il faut les simplement respecter et les explorer. J'invite aussi à explorer les religions, c'est intéressant, sans tomber dans une seule. Il y a des aspects vraiment intéressants de voir comment se move l'univers. La culture, la sagesse de chaque culture. Ouais. Après, la reconnaissance culturelle est un état d'évolution d'être humain en fraternité, de peuples et vif. C'est une chose vive. Et pour devenir citoyennement au cosmopolite, vraiment, il faut se cultiver. On doit lire, on doit réfléchir, on doit tester des cultures, on va voyager. On dit le Quijote, si qui voyage mucho, connaît lui qui voyage beaucoup, et lui connaît beaucoup. C'est simplement. Il faut, et pour faire la lumière et pas les chaleurs, comme la résistance électrique. Pas interdire, important, pas interdire. Il faut s'instruire et choisir. Et finalement, c'est ça. Et ce que nous savons, c'est un bout de l'eau. Ce que nous ignorons, c'est l'océan. Dit par Isaac Newton, non? Des grandes personnes qui connaissent plus, et lui dit qu'il seulement connaît un bout dans l'océan de la connaissance de l'univers. Voilà, c'est tout, c'est ça.